Vendredi aura lieu la 7e journée internationale de la gentillesse. Si certains peuvent trouver cette initiative quelque peu naïve, d'autres mettront en avant le fait qu'elle nous permette de nous interroger au moins une fois dans l'année sur nos qualités morales et sur la bienveillance. La gentillesse est reconnue comme bénéfique pour le bien-être et la santé physique et psychique. Pour autant, face à des situations qui nous émeuvent, nous restons souvent démunis et incapables d'aider l'autre. Le dossier de la tête au carré en partenariat avec Psychologie Magazine s'intéresse à l'altruisme et à ce qui nous empêche souvent de rentrer dans l'action. Pour en parler et nous éclairer sur les mécanismes de l'empathie, nous serons avec une sociologue, un professeur de psychologie sociale et un chercheur en neurosciences. J'attends dès maintenant vos questions et vos témoignages sur le site de l'émission franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. À la une de la science, aujourd'hui, la découverte de volcans de glace sur Pluton. Axel Villard, je lis bien, hein ? Exactement, Mathieu, bonjour. Une découverte qui a été publiée au Conditionnel, mais qui pose déjà la question de l'origine de ces volcans sur la planète naine. On explore donc le mystère dans un instant avec vos questions sur Twitter. Et c'est Stéphanie Texier qui réalise cette émission. Dossier préparé aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Carole Sauvage. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. L'altruisme et les mécanismes de l'empathie. Dossier dans un instant. Cécile Guéret et Carole Gaillet-Vios sont à mes côtés en studio. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bienvenue. Et puis en duplex de Grenoble, dans les studios de France Bleu, nous sommes avec Laurent Bègue. Bonjour à vous. Bonjour. Cécile Guéret, la journée de la gentillesse en France. Oui. Elle est soutenue par votre journal Psychologie Magazine. Et vous vous interrogez donc dans ce nouveau numéro sur notre côté sombre pour parler de l'altruisme. En effet, alors la journée de la gentillesse, c'est une initiative qui a été lancée par Psychologie Magazine en 2009. En France, hein ? En France, voilà. Elle existait avant ailleurs. Exactement. Depuis, chaque année, on explore tout ce qu'il y a de bénéfique dans la gentillesse, pourquoi nous sommes gentils et tout ça. Et cette année, on a voulu voir un petit peu plus notre côté sombre, à savoir qu'est-ce qui nous empêche d'être altruiste quand on a si envie de l'être. Carole Gaillet-Vios, vous avez étudié, vous concrètement, les relations des passants aux sans-abri. Qu'est-ce que vous cherchiez à savoir exactement ? Alors moi, je me suis intéressée en fait d'abord à la mendicité et au ressort du don. Et j'ai voulu comprendre ce qu'il y avait derrière, ce qu'on entendait souvent défini comme une indifférence, une incurie, un repli égoïste sur le quant à soi. Donc j'ai regardé ce qui se passait dans ces interactions entre passants et mendiants pour essayer de comprendre les ressorts du don et puis aussi les freins à l'engagement auprès de ces personnes. Et vous avez des réponses à nous donner justement. Laurent Bègue, est-ce qu'il faut beaucoup d'empathie pour être capable justement de venir au secours d'autrui ? Alors, tout va dépendre au niveau d'empathie. Parfois, l'empathie va vous conduire, si elle est suractivée, à au contraire faire un pas en arrière parce que vous ne supportez pas la détresse qu'elle suscite. Donc, je crois que tout va dépendre d'un certain nombre de facteurs contextuels dont je pense qu'on va parler aujourd'hui. Absolument. Et nous serons également en ligne avec Antoine Lutz qui a étudié l'altruisme sur le moine méditant Mathieu Ricard et qui nous dira de quelle façon, justement, l'altruisme modifie le cerveau. On se retrouve donc tous ensemble dans un instant avec les messages des auditeurs. À la une de la science, des volcans sur Pluton, mais attention, on vous le disait dans le sommaire, ce sont des volcans de glace. Sur Pluton, il fait environ moins 234 degrés Celsius. Cathy Holkin, planétologue, imagine à quoi pourrait ressembler le paysage de Pluton. Si on marchait sur Pluton, on verrait de la roche et de la glace. Mais ce serait une glace très différente. Elle ne serait pas constituée d'eau comme ici. Ce serait de la glace d'azote, de la glace de monoxyde de carbone et aussi de méthane. Et grâce aux données photographiques et topologiques de la sonde New Horizons, la NASA pense avoir mis donc le doigt sur deux structures montagneuses près du pôle sud de la planète naine. Pluton, deux montagnes rondes avec une dépression au centre qui pourraient être les traces de cryovolcanisme. Alors pour comprendre ce phénomène, nous sommes en ligne avec Charles Frankel. Bonjour. Oui, bonjour Mathieu Vidard. Vous êtes géologue et spécialiste des volcans et Philippe Hénarejos. Bonjour Philippe. Bonjour. Rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Charles Frankel, le cryovolcanisme, est-ce que d'abord c'est un phénomène qu'on avait déjà observé ailleurs dans le système solaire ? Et à quoi ressemble un volcan de glace ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on a déjà vu sur les planètes lointaines où il fait très très froid, où le soleil n'est pratiquement plus qu'une étoile, où il fait donc ces températures aux alentours de moins de 100 degrés. On a vu ça en particulier sur, ma foi, sur une des lunes de Saturne. C'est assez spectaculaire. C'est Encelade. C'est le nom de la Lune, qui a des geysers carrément, des geysers qui jaillissent dans l'espace à partir de fractures du sol. Et là, il n'y a pas vraiment de
montagne. Ça part de fractures. Donc, bon, tant pis pour les volcanologues, on n'a pas la jolie morphologie d'un volcan. On voit ça également encore plus loin, alors on s'éloigne, autour de la lune, de la planète Neptune. Sa lune Triton, qui est une très grosse lune, a également on a vu des geysers quand la sonde Voyageur 2 l'a survolée. On a vu également des geysers, mais pareillement, c'est plat, il y a pas un beau paysage. Et puis là, Pluton, Pluton encore plus loin, et là, on a des montagnes de glace avec des cratères au sommet. Là, on a véritablement, comme Cathy Holkin, que vous avez cité, l'a dit, qui a fait sa thèse en volcanologie, quand je vois ça, c'est volcan, quoi. Oui. C'est une montagne avec un cratère au sommet, et puis ça ruisselle sur les versants, vous avez ces bosselets, ça ressemble à des coulées de lave, mais des coulées de lave de glace. Et là, vous frétillez, on le sent dans votre voix, Charles Frankel. Le problème, Philippe Hénarejos, c'est qu'on n'a aucune idée de comment se forment ces volcans. Et oui, parce que pour qu'il y ait volcanisme, il faut qu'il y ait de la matière un peu plus chauffée, on va dire. Même si on est à moins de 240 degrés en dessous, il faut quelque chose de plus chaud qui ait envie de sortir, de remonter. Et donc, sur Pluton, on peut se demander ce que c'est, parce que Pluton est un petit corps majoritairement glacé, il fait 2300 km de diamètre. Alors on suppose bien évidemment qu'il y a un cœur de roche, mais c'est un corps ancien qui est enrobé de toutes ces glaces dont on parlait tout à l'heure. Et a priori, il s'est formé il y a environ 4 milliards et demi d'années, donc il s'est refroidi depuis. Alors il reste peut-être un peu de chaleur résiduelle, mais ce n'est pas sa lune Charon, qui est assez grosse, qui fait plus de 1200 km de diamètre, qui risque de le perturber par ces forces de marée, parce que les spécialistes de mécanique céleste ont l'habitude de dire que ce système est verrouillé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tension entre les deux. Donc il faut trouver une source d'énergie. Alors s'agit-il d'énergie résiduelle de Pluton depuis l'âge de sa formation? Ces volcans même, sont-ils récents ou pas? Ce sont des questions. Sont-ils actifs périodiquement ou pas? Ça pose beaucoup de questions. Alors Charles Frankel, en observant les images de la NASA, pour vous, il n'y a pas de doute, ce sont des volcans donc récents, et pourtant la publication est au conditionnel, donc il y a encore quelques réserves. Hein. Oui, c'est normal, parce que les images et les données arrivent encore de la sonde, elle est encore en train d'émettre. On n'a reçu que 20% de toutes les informations qu'elle a collectées lors de son survol le 14 juillet. Donc, vous voyez, il reste 80% encore de données, et les scientifiques, ils sont constamment en train d'enregistrer et d'essayer d'analyser très vite ces données. Là, les informations sont sorties maintenant parce qu'il y a un congrès près de la ville de Washington, des planétologues. Donc ils ont sorti leurs premières analyses, voilà. Mais il reste beaucoup à faire, et donc tout est au conditionnel. Est-ce qu'on peut malgré tout émettre une hypothèse sur l'origine de ces volcans déjà? Moi, comme disait Philippe Hénarejos, moi je pense que il s'agit d'un point chaud, d'un endroit un petit peu plus chaud qu'à d'autres endroits sous les glaces de Io, dû sans doute à des atomes, à plus grande concentration peut-être d'atomes radioactifs qu'ailleurs dans la roche, parce que c'est moitié glace Pluton, et qu'il y a quand même de la roche. Donc dans la roche, il y a de l'uranium, il y a des choses comme ça. Donc on peut penser que peut-être, il y a une concentration. On a ça sur la Terre aussi, on a des points chauds qui sont totalement aléatoires. Il y en a un à Hawaï, il y en a un à La Réunion, voilà. Donc pourquoi pas, sur Pluton, il y en a un près du pôle Sud. Et il suffit de pas beaucoup de chaleur quand même. C'est pas comme si on faisait fondre de la roche pour faire de la lave comme du basalte à 1000 degrés. Il s'agit simplement de titiller un peu de la glace, de méthane. C'est pas seulement de l'eau. Quand on dit glace en planétologie, c'est une substance volatile gelée. Alors ça peut être de l'eau gelée, mais ça peut être également du méthane gelé, ça peut être de l'ammoniac gelé, et c'est un mélange de tout ça sans doute qui sort sous la forme de glaciers. Imaginez en fait que les volcans en fait de Pluton, c'est des glaciers mais qui viennent de l'intérieur, alors que chez nous les glaciers, c'est la neige qui tombe et qui se transforme en glace à l'extérieur. Mais là, la glace, elle vient de l'intérieur. Et ce sont des éruptions permanentes ou très occasionnelles? Alors ça, on sait pas du tout. On ne sait pas du tout. Je pense que Philippe a une petite idée. Voilà. Mais là, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est relativement récent, parce que
ce sont des montagnes qui sont quand même très grandes. Il faut dire que c'est quand même des montagnes qui sont plus grandes que l'Etna. En Sicile, par exemple. Là, il s'agit, les deux volcans qui s'appellent Wright Mons et Picard Mons, d'après des grands explorateurs, enfin, Wright, l'avion, et Picard, l'aéronaute en ballon, ils font 160 km de large et 4000 mètres de haut, c'est-à-dire aussi haut que le Mont Blanc, et bien plus vaste. 160 km, c'est énorme. C'est 4 fois le diamètre de l'Etna. Donc c'est des très gros machins et de toute façon ils ont pris des millions, sinon des milliards d'années à se construire. Maintenant, est-ce que leurs dernières éruptions sont récentes? Sans doute, parce que on voit pas de marques à la surface, ce qu'on a des impacts de petits astéroïdes qui au fil du temps, voilà, voilà. Non, c'est vierge le terrain là-haut. Donc il est récent. Mais alors récent, est-ce que ça veut dire il y a 1000 ans, avant-hier, ou il y a 100 000 ans, on ne sait pas. Allez, une dernière question pour Philippe. Oui, finalement, il y a quelques années, on découvre une atmosphère sur Pluton, maintenant des volcans. La planète naine est beaucoup moins inerte que ce qu'on pensait. Oui, c'est exact. Il y a une chose sur Pluton qu'il faut savoir, c'est qu'elle a une orbite très ovale et qu'en 1989, elle était au plus proche du Soleil. Donc malgré tout, Charles Frankel le disait, il ne faut pas beaucoup de chaleur en plus pour faire fondre un petit peu toutes ces glaces. Et il est possible qu'à cette occasion-là, ces volcans se soient réveillés épisodiquement. Mais la prochaine fois, c'est dans 248 ans. Oui, donc on a le temps encore. Ouais. Merci Charles Frankel pour vos explications et cette joie que vous avez partagée avec les auditeurs sur la découverte de ces volcans de glace donc sur Pluton. Merci beaucoup. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique. Les crabes ressentent la douleur. Plongez un crabe vivant dans une casserole d'eau bouillante. Il est probable que vous puissiez observer une contraction de sa part. Faut-il y voir un simple réflexe physiologique ou un indice, signe de douleur? Eh bien, c'était l'objet d'une étude menée par une université anglaise qui conclut après plusieurs électrocutions que les crabes souffrent. Outre la fuite, l'animal choqué peut produire jusqu'à 3 fois plus d'acide lactique qu'en état normal. Un signe manifeste de stress chez l'animal associé à la douleur. Record de détection battu pour un objet dans le système solaire. Le télescope Subaru a repéré un corps glacé d'au moins 500 km de diamètre situé à 103 unités astronomiques du Soleil, c'est-à-dire 103 fois la distance Soleil-Terre, au-delà de la ceinture d'astéroïdes de Kuiper. Il fait partie des 3 objets découverts pour l'instant dans cette zone appelée le nuage de Oort. Même si les scientifiques ne l'ont pas suffisamment observé pour connaître son orbite exacte, son étude pourrait, Philippe, nous renseigner sur la genèse du système solaire? Oui, on se doute qu'il y a beaucoup d'objets comme ça, de toute taille. Enfin, c'est pas des tailles très énormes, c'est entre 2000, la taille de Pluton et d'Eris, et quelques kilomètres de diamètre. Mais on sait qu'il y a ces objets-là. Ils sont très difficiles à voir, ils sont très loin. Donc on en découvre, c'est normal. Il y en aura d'autres. Et pour conclure, félicitations à notre ami spécialiste de la vulgarisation scientifique, Pierre Barthélémy, qui a reçu hier soir à l'Hôtel de Ville de Paris le prix du meilleur blog 2015, toutes catégories confondues au Golden Blog Awards pour son blog Passeur de science. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Et l'altruisme dans le dossier, donc cet après-midi en partenariat avec le numéro de Psychologie Magazine qui consacre une enquête à ce thème à l'occasion de la Journée internationale de la gentillesse qui aura lieu vendredi. Ça fait toujours sourire quand on dit ça, évidemment, Cécile Guéret, parce qu'au départ, il faut dire que c'était pas très réussi quand même en France en particulier. C'est vrai que quand on a lancé cette journée à Psychologie Magazine en 2009, au départ, on passait un peu pour des bisounours. Voilà. Bon, maintenant, j'espère que c'est un petit peu moins le cas. Bon, faut dire que vous abordez des questions qui sont plutôt intéressantes quand même. Oui, et on relaie aussi des quantités de recherches, autant en économie, en neurosciences. Enfin, il y a un corpus aussi de recherche très solide et très important. À nos côtés, Carole Gaillet-Viau, vous êtes sociologue chargée de recherche CNRS au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Et puis donc, nous sommes également en duplex de Grenoble avec vous, Laurent Bègue. Vous êtes professeur de psychologie sociale à l'université Pierre Mendès France. Et puis nous serons également en ligne dans quelques minutes avec Antoine Lutz, chercheur en neurosciences cognitives à l'INSERM, au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Et vous nous rejoignez avec vos messages sur franceinter.fr. Alors Cécile Guéret, justement, vous signez avec Valérie Perronnet cette enquête sur l'altruisme et vous commencez votre article par une scène de la vie quotidienne qui apparemment vous a beaucoup interpellé, au sein même d'ailleurs du magazine. Oui, en fait, on est parti de notre expérience à la rédaction de Psychologie. On était parti pour écrire, j'étais partie pour écrire ce traditionnel article, donc tous les ans sur la journée de la gentillesse. Et en fait, j'en étais absolument incapable. J'étais devant mon ordinateur et finalement, j'ai passé ma journée à regarder des sites d'information, des vidéos relatant la tragédie des migrants, et j'étais complètement scotchée, impossible de m'y mettre. Et donc on est
partie de cette difficulté-là que j'avais, qui était même physique. J'avais la nausée, j'étais incapable de me mettre à cet article, autre de me déscotcher de la tragédie des migrants. Donc on est parti de ce constat-là pour s'interroger sur l'écart qu'il pouvait y avoir entre l'idéal, évidemment, que nous avons de nous-mêmes, puisqu'on se voit tous comme altruistes, gentils, on espère tous faire le bien autour de nous, et l'action. Et parfois, il y a un hiatus entre ces deux, et on a voulu interroger ça. Voilà, pourquoi sommes-nous concernés sans rien faire? C'est cette question, au fond, qui est à l'origine aussi de ce dossier. Carole Gaillet-Viau, alors en tant que sociologue, vous avez étudié, donc on le disait tout à l'heure, les relations entre les passants ordinaires et les sans-abri, donc autour de la mendicité. C'était donc sur les ressorts et les entraves aux dons. C'est comme ça qu'est partie cette enquête pour vous? Oui, alors c'était aussi finalement essayer de réfléchir à partir d'une expérience ordinaire, celle de ce trouble et de cette indécision de ce qui se joue dans ces situations. Donc d'abord regarder l'évolution des formes de mendicité, voir qu'il y avait des nouvelles formes spécifiquement contemporaines, notamment ceux qu'on appelle les mancheurs, qui viennent appuyer leur démarche avec un discours, qui viennent développer des arguments, des objections, enfin des réponses à objections, et donc essayer de thématiser leur trajectoire, justifier le fait de venir s'exposer là et de réclamer, et donc transformer la qualification du mendiant en personne méritante, en victime. Donc j'ai commencé à réfléchir à ce qui pouvait faire obstacle au don et à justement donc à ces qualifications morales. Les freins qui empêchent l'altruisme, au fond, c'était ça qui vous intéressait? Voilà, le fait de finalement sortir de l'alternative qu'on trouve souvent entre d'un côté ce qui serait l'engagement qui serait forcément total, militant, changer les choses et donc plus accepter le phénomène, et au pôle opposé l'indifférence totale, puisqu'on laisse les choses se passer comme ça, c'est qu'on n'en a rien à faire. Et donc j'ai essayé de comprendre ce qui se passait et qui faisait que derrière l'indifférence apparente, en fait l'indifférence est souvent simplement une forme de repli. L'indifférence apparente, voilà, on se met le nez dans son livre ou sur son téléphone parce que on a un sentiment d'impuissance. On ne sait pas quoi faire pour bien faire. Et c'est vrai qu'en sciences sociales, le souci de bien faire et les difficultés de bien faire sont rarement documentées. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc j'ai essayé de creuser ces trajectoires du don, de documenter ces perplexités, ces hésitations, en recueillant des histoires sur les questions que les gens se posent pour trouver comment réagir face à ces situations. Voilà. Et pourquoi les gens se replient, donc dans ces situations tout à fait particulières. Donc il y a des stratégies d'évitement, c'est ce que vous mettez en avant dans ces observations? Oui, exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment, quand les gens racontent, on voit déjà dans les situations qu'il y a un trouble qui est exactement ce que décrit Cécile, qui est un trouble physique, une gêne, un malaise, et donc ça peut créer des formes de repli, de fermeture. Mais ce que j'ai essayé de comprendre justement, c'est à la fois toutes ces stratégies, les inventorier. Donc il y en a qui donnent aux premiers qui croisent, il y en a qui donnent à chaque fois, il y en a qui donnent à ceux qui les font rire, ou il y en a qui vont donner à celui qui va être devant chez eux, etc. Donc, et puis souvent quand on interroge les gens, ils racontent qu'ils ont tenté une chose à un moment, et puis qu'ils ont essayé autre chose parce qu'ils n'étaient pas satisfaits, qu'une fois il y en a un à qui ils ont filé plus. J'ai une enquêtée qui m'avait raconté que elle donnait tout le temps à celui qui était en bas de chez elle, et que quand elle partait en vacances, elle lui passait les clés de son studio. Il y en a un qui me disait qu'il avait vraiment essayé d'en aider un en lui trouvant un boulot. Donc il y a des formes d'engagement à échelle variable. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'était là dans la question précise de l'obol et de l'aumône, de comprendre pourquoi les gens donnaient pas. Et donc j'ai essayé d'expliquer que finalement il y avait un côté vertigineux de ce qu'appellent les situations, que le don, le fait de s'engager vis-à-vis d'eux dans ces situations, et c'est un peu pareil avec les migrants, je crois, ces gens à qui il manque tout, si on répond à ce que la situation appelle, demande de nous, l'engagement semble être sans fin, donc illimité. Le don n'est pas suffisant. Le côté donner une pièce, c'est ce que j'ai appelé le don tronqué, c'est-à-dire ça a l'air complètement dérisoire et paradoxal. Donc c'est tellement vertigineux que les gens préfèrent ne pas donner du tout. Exactement, entre donner tout, s'engager, l'accueillir chez soi, mais pour combien de temps, enfin ce que ça implique si vraiment on répond à la situation, ou au contraire donner juste une pièce comme contribution, on a l'impression qu'on a vraiment deux écueils opposés, et que c'est un peu le syndrome de l'âne de Buridan pour cette raison-là. Laurent Bègue, quels sont les freins que vous avez, vous, identifiés du côté de la psychologie sociale? Alors il y a des variables, je dirais, circonstancielles qui vont faire que l'on ne remarque pas qu'une
qu'un besoin finalement est exprimé, qu'une aide est nécessaire. Donc c'est déjà un élément qui va éloigner de l'action. Après, l'interprétation d'une situation d'aide, effectivement, est également importante, puisque l'on va être sensible à des circonstances matérielles. Par exemple, on aide plus si on est de bonne humeur, on aide plus si il fait beau, si ça sent bon. Donc il y a un certain nombre de contextes finalement qui vont favoriser l'aide et qui sont d'ailleurs qui ont une influence clandestine sur le comportement. C'est-à-dire que la personne qui agit ne se rend pas compte finalement que ça me fait penser à ce livre de Robert qui s'appelle L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, qui effectivement décline un petit peu des recherches de psychologie sociale qui démontrent que certains facteurs très très insignifiants finalement nous rendent plus sensibles aux besoins d'autrui. Et puis après, la façon dont le besoin est exprimé, les caractéristiques même de la personne qui a besoin d'aide, et en fonction évidemment de nos propres orientations et idéologies, vont déclencher ou au contraire inhiber, pour enfin nous amener à nous interroger sur est-ce que je suis capable d'intervenir. Et effectivement, là aussi, est-ce que l'auto-efficacité perçue, le fait de penser qu'on peut intervenir, va stimuler ou non l'action. Par exemple, si je me rends compte que l'aide qui est requise concerne le fait de changer un pneu de voiture, c'est très différent de l'aide à long terme, d'aider quelqu'un effectivement à l'accompagner pour trouver un emploi. Donc je crois que là aussi, en fonction des profils individuels, on aura une action qui va se développer ou non. On va écouter un sondage qui avait été réalisé en 1989 sur les personnalités auxquelles les Français voudraient ressembler. Si vous croyez bêtement que les hommes rêvent d'être Arnold Schwarzenegger, Alain Delon ou tout autre beau mâle, vous n'y êtes pas du tout. Le nec plus ultra, c'est le bon commandant Cousteau. Pour les femmes, stars sexy et autres vampes, c'est plutôt périmé, ou du moins c'est ce que l'on raconte. On a choisi Vertu et Charité, c'est Mère Teresa, le modèle à 30%, talonné, il faut le dire, par Simone Veil. Toujours altruistes et philanthropes, les Français. Blouse blanche et grands espaces, ça fait toujours rêver. Profession choisie, Médecins sans frontières. Voilà, Carole Gaillet-Viau. Intéressant, non, ce sondage, la figure de Mère Teresa, celle du médecin, médecin en tout cas qui part sur le terrain. Oui, tout à fait. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi sur à la fois cette volonté de bien faire et puis sur ce qui était évoqué juste avant sur les circonstances et les éléments de contexte. Et c'est vrai qu'en sociologie, on essaye d'être attentif à toutes ces notions qu'on définit souvent comme des vertus morales, gentillesse, altruisme, empathie, à regarder aussi quelles sont les prises pratiques en fait et les étés pratiques dans les environnements. Oui. Et donc c'est là qu'interviennent plus seulement les tempéraments des personnes et leurs qualités individuelles, mais aussi la société et les institutions dans les prises qu'elles donnent aux gens, dans les possibilités qu'elles donnent aux gens de se montrer secourables, éventuellement, de se soucier du monde. Et donc voilà, il n'y a pas seulement le fait d'être de bonne humeur et d'aller bien soi, il y a aussi le fait, par exemple, sur la question des sans-abri, à partir du moment où il y a le SAMU social qui va être créé, un numéro d'appel, le 115, quand il va faire froid et qu'on va avoir l'impression que les gens ont le plus besoin, même si il se trouve que c'est faux, c'est pas seulement quand il fait froid qu'il y a besoin, mais on va plus appeler à ce moment-là. Ça, j'ai des collègues, Alexandre Abidet et Erwan Lemener, qui ont fait une enquête sur les appelants au 115 et qui voient justement combien, précisément, à partir du moment où il y a une institution qui propose de prendre en charge, c'est plus facile et les gens précisément jouent sur ce moteur-là et sont heureux de trouver quelqu'un à qui déléguer leur volonté de faire quelque chose. Mathieu Vidard. Ce qu'il lui faut, c'est un peu de chaleur humaine. Jusqu'à 15h. Je m'en occupe. Sur France Inter. L'altruisme dans le dossier avec Psychologie Magazine et Cécile Guéret. D'ailleurs, vous allez mettre en avant un sondage que vous avez réalisé à l'occasion de la journée de la gentillesse, un vendredi, donc pour l'instant c'est sous embargo, autour des Français et l'entraide. Exactement, donc pour l'instant c'est secret, mais ce sera dévoilé vendredi. Les questions des auditeurs sur notre dossier. Viron nous dit ceci: une solidarité face à des catastrophes naturelles que subissent les riverains, est-ce que ça ne favorise pas l'altruisme? Carole Gaillet-Viau, par exemple, pourrait répondre. Alors c'est sûr que justement pour reprendre cette comparaison avec le sans-abri, il y a des éléments dans la catastrophe naturelle qui favorisent l'engagement, le passage à l'action, en particulier le fait que ça va être temporaire, donc il va y avoir quelque chose d'accidentel qui va être marqué dans le temps, donc on se dit ça a un début, donc ça va avoir une fin. C'est plus simple au fond pour faire un don.
puisque on sait que ça va finir. Et précisément par opposition à ça, les situations dont on ne sait pas quel va être l'horizon temporel, on a l'impression qu'il y a un risque d'engrenage, puisque quand on commence à s'engager, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Et donc cesser le don, c'est donner l'impression de se dédire, de reprendre ce qu'on a donné, alors que dans une situation où c'est accidentel et temporaire, il y a des limites qui sont, pour ainsi dire, naturelles. Ouais. Justement, Cécile Guéret, dans cette enquête, vous avez également rencontré des neuroscientifiques qui ont travaillé sur les arrangements, au fond, pour ne pas culpabiliser lorsqu'on n'aide pas autrui. Oui, parce qu'entre l'idéal qu'on a de soi, en se voyant comme altruiste, et la réalité, donc comme je le disais, il peut y avoir un petit écart. Et donc, pour pas culpabiliser de cet écart, on fait des petits arrangements avec notre conscience. Par exemple ? Alors, le premier, c'est de rejeter la responsabilité sur les autres. Par exemple, en se disant c'est le rôle des États, de l'Europe, des associations de s'occuper des migrants, ou d'ailleurs des SDF aussi. On l'a vu, d'ailleurs, on entendait tout à l'heure aux infos le sommet qu'il y a à Malte, où la France rejette la responsabilité sur les États africains en disant que c'est de leur responsabilité. C'est exactement le même ressort. Alors il y a d'autres arrangements comme la mise à distance de la victime. Ça, de dire par exemple c'est des étrangers, ils sont pas comme nous, mais on l'a vu aussi dans le débat qu'il y a eu entre les termes migrants, étrangers. Il y avait aussi toute cette anesthésie de la souffrance derrière le mot migrant par rapport au mot réfugié. Vous vous souvenez de ce débat-là qu'il y avait eu ? Et la troisième, c'est le dénigrement, de dire que par exemple, il y a des terroristes parmi les migrants, ou alors que les Roms sont tous des voleurs, ces phrases qu'on peut entendre. Donc ce sont des bonnes raisons pour ne pas les aider. Exactement. Et même pire que ça, c'est même que ça peut être même des bonnes raisons pour être dans la revanche agressive. Et ça, c'est Tania Singer qui fait des recherches en neurosciences qui a montré ça, que pour passer de l'héroïsme à la revanche agressive, il suffisait d'induire que l'autre soit avait triché dans une expérience précédente, soit n'était pas de notre groupe. Laurent Beck, dans votre livre Psychologie du bien et du mal, qui est sorti chez Odile Jacob, vous expliquez, vous aussi, que notre réaction face aux victimes dépend de la personnalisation, au fond, de leur sort. Oui, alors un phénomène qui a été évoqué à l'instant concerne le périmètre de l'action. Si l'action semble induire finalement un vertige, eh bien, elle crée un malaise chez l'aidant potentiel. Et dans cette situation spécifique, une tentative de gérer cette dissonance, de ne pas pouvoir finalement absorber la douleur dont on est témoin, peut consister à mettre la victime donc à distance. Par exemple, dans des recherches de laboratoire, on présentait à des participants des victimes donc qui recevaient des chocs électriques parce qu'elles se trompaient en fait à des tests. Et dans certaines situations, les participants avaient la possibilité de faire arrêter les chocs, et dans d'autres, non. Et dans certaines situations, les chocs devaient durer soit peu de temps, soit très longtemps. Et ce qui a été observé, c'est qu'en fait, finalement, plus on pense que la victimation va être chronique, qu'elle va durer, plus la motivation à se différencier de la victime et voire à la dénigrer va augmenter. C'était le test de Milgram, c'est ça, Laurent Beck ? Absolument. Enfin, Milgram, mais ensuite, c'est les travaux de Melvin Lerner sur la croyance implicite en un monde juste. Alors évidemment, dans l'actualité récente, cet enfant, Elan, cet enfant syrien de 3 ans, échoué sur une plage turque, on en parle dans un instant, après avoir écouté cet extrait du journal de France 2 le 3 septembre dernier. C'est cliché de dire ça, mais c'est précisément le type de photo dont on dit qu'elle vaut plus que 1000 mots. Cette image fait changer la nature du débat. Preuve que le débat a changé, le très à droite journal The Sun, qu'il y a encore quelques mois, titrait qu'il fallait envoyer des bateaux de guerre contre les migrants, fait aujourd'hui en une son mea culpa, forçant les politiques à s'emparer de la question. David Cameron a dû sortir du seul discours de gouvernement. Quiconque a vu ces images ne peut être qu'ébranlé. En tant que père, je suis dévasté par la vision de ce petit garçon sur une plage. Le Royaume-Uni est une nation avec des valeurs morales, et nous prendrons nos responsabilités. Et c'est un François Hollande grave qui a lancé un cri d'alerte. Moi, je pense ici aux victimes qui ne sont jamais photographiées, qui sont ignorées, et puis aux victimes futures si nous ne faisons rien. Laurent Beck, pourquoi la photo de cet enfant a réveillé les consciences sur l'exode des migrants, qui dure depuis plusieurs mois, évidemment ? Alors, ça peut être des spéculations, mais si on se base sur des recherches antérieures, il y a plusieurs éléments qui peuvent être évoqués. La première chose, c'est qu'on est face à une victime, une seule victime, et pas plusieurs victimes. Et dans les recherches, justement, sur la motivation à l'assistance, lorsqu'on présente des photographies, par exemple, avec une seule personne et non pas 2 ou 3 ou 4, le niveau d'assistance intentionnelle, en tout cas, est supérieur. Oui. Ensuite, on a des éléments qui présentent une victime comme une victime qui nous ressemble fortement. Et cet élément-là, également, va
augmenter finalement l'identification et donc le besoin finalement d'intervenir. Je pense que là, au niveau de cette photographie, il est évident que la plupart des Occidentaux se sont reconnus dans ce petit garçon. Carole Gaillevio, toujours sur cette image et cette capacité à faire en sorte que nous sommes tout d'un coup concernés par son sort. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de décisif là-dedans, justement, dans la resingularisation que permet la qualité de la photographie, en fait, et le fait que ça soit un enfant. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de critères qui font que on va pouvoir se représenter la personne comme une vraie victime. Et donc, évidemment, l'innocence et les caractéristiques qui vont faire qu'elle est innocente. Donc, si c'est un enfant, s'il est tout seul, s'il a l'air comme ça complètement démuni, et on voit le corps, les pieds dans les petites chaussures, etc. Tous ces éléments-là, ça va relever de la singularité et donc on va voir la créature humaine, on va pouvoir effectivement s'identifier, l'empathie. Et c'est l'histoire qu'on peut inventer autour de cette image. En tout cas, ça s'oppose à la notion des flux qui sont évidemment des masses de gens sans visage. Ouais. Et là, d'un coup, il y a un être singulier, donc c'est beaucoup plus facile de s'identifier et se représenter une détresse et une victime. Et donc évidemment, quand on parle en quantité faramineuse, en nombre, paradoxalement, ça touche moins. Cécile Guéret. Oui, il faut dire aussi tout simplement que cette image est absolument révoltante. Et donc c'est normal que ça nous touche. Heureusement qu'elle nous touche, cette image. Et il y a évidemment l'histoire de la ressemblance. Et moi, ce que j'avais interrogé aussi, c'était... ce dont parle Freud, il parle d'inquiétante étrangeté. Et je trouve qu'il y a vraiment de ça dans cette image. Bon, après, effectivement, c'est un postulat, il y en a des tas d'autres, mais il y a ce côté, c'est un petit enfant, on reconnaît nos enfants ou les enfants des amis. Enfin, vous savez, cette position que seuls les enfants savent trouver pour dormir avec les fesses à l'air, ça, c'est universel. Et en même temps, on se rend compte assez vite qu'il y a quelque chose d'étrange, d'inquiétant. En fait, il a les cheveux mouillés. En fait, il est sur une plage et en fait, il est mort. Et donc, c'est ce hiatus-là entre le connu, le familier et l'inquiétude qui crée un malaise et qui nous interroge aussi dans notre inaction. La capacité d'empathie également chez les enfants, justement. Écoutons Mathieu Ricard qui en parlait au micro de France Culture en 2013. Je crois que ce qui est le plus révélateur dans ce domaine, c'est les études qui ont été faites depuis 20 ans sur le comportement des très jeunes enfants. Les enfants de 2 ans, à peine savent-ils marcher. Il y a un groupe de chercheurs qui ont fait ça. Et ils se sont aperçus que ces enfants étaient des coopérateurs inconditionnels. À peine faut-il marcher à 4 pattes que si par exemple un expérimentateur laissait tomber quelque chose et visiblement ne pouvait pas l'attraper, qu'ils délaissaient leur jeu à l'autre bout de la pièce et se précipitaient pour l'aider à 98%. Donc l'idée que les enfants sont fondamentalement égoïstes, comme certains l'ont dit, c'est entièrement faux. Voilà, Laurent Bègue. Vous êtes d'accord avec Mathieu Ricard, j'imagine, sur l'empathie des plus jeunes et dès le plus jeune âge. Des travaux intéressants. Les chercheurs vont par exemple dans les domiciles et demandent à quelqu'un de la famille de simuler l'affliction ou la tristesse. Il se trouve toujours un enfant qui effectivement va être perturbé dès qu'il sait marcher, il va s'approcher de la personne triste. Et ce qui est intéressant et ce qui fait écho finalement à notre héritage évolutif, c'est que même des petits mammifères de la famille, par exemple un petit chien, pourra également être perturbé par cette situation. Je trouve intéressant de mettre en relation justement cette capacité à la résonance empathique avec notre héritage évolutif qui fait de nous finalement des super coopérateurs. Oui, Carole Gaillevio, vous avez pu étudier les plus jeunes d'ailleurs dans votre enquête ou pas ? Non, alors sur une autre enquête que j'ai conduite après, je me suis intéressée à la sociabilité entre les gens, donc toujours entre inconnus dans la ville, et j'ai vu précisément que les enfants avaient cette qualité particulière de susciter des mouvements de rapprochement spontanés et désintéressés. Donc j'ai étudié ça, cette façon dont justement les gens, vous savez, on se retrouve à voir des gens sourire un peu bêtement et faire des coucous comme ça, et en fait à l'autre bout c'est parce qu'il y a un petit bébé. Et c'est vrai que si entre adultes, ça n'arrive plus. La distance prend le devant, mais entre adultes et enfants, même entre inconnus, il y a quelque chose qui est tout à fait autorisé et qui est pas l'objet de soupçons et d'arrière-pensée, des gestes de rapprochement comme ça, spontanés, et qui montrent que précisément les définitions les plus courantes de la cohabitation en ville, comme on essaie juste de se protéger, de se mettre dans sa bulle parce que les rapports sont que agressifs, justement,
entre bulles égoïstes. En fait, c'est des visions très réductrices de ce qui se passe entre les inconnus dans les villes et qu'il y a un vrai moteur pour se rapprocher des autres et avoir des relations plus substantielles. Que montre le cerveau d'une personne altruiste ? Eh bien, nous le saurons dans un instant avec Antoine Lutz qui a eu la chance de pouvoir étudier le cerveau du moine bouddhiste Mathieu Ricard qu'on entendait il y a un instant. Dans la tête au carré pour parler ensemble de l'altruisme cet après-midi avec Psychologie Magazine. Vos messages, celui d'Albert, tiens par exemple, qui nous dit ceci: aider quelqu'un dans le besoin peut créer un rapport de supériorité qui en soi peut mettre mal à l'aise. C'est en tout cas le sentiment que je ressens lorsque je donne une pièce à un mendiant. Et Albert poursuit en disant: plus la personne me remercie chaleureusement, plus ma culpabilité croît. Carole Gaillet-Viau. Oui, c'est vrai que la charité, traditionnellement, a fait l'objet de ces critiques-là, de créer une dette chez celui qui reçoit. Donc là, je pense qu'il faut au contraire réfléchir de manière moins critique de ce point de vue-là, en se disant, voilà, il y a des pans d'action, des dimensions possibles de l'action, des formes d'engagement plus substantielles, mais il y a aussi une valeur en soi, de la demi-mesure, de ces formes de contribution partielle. Bonjour Antoine Lutz. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. En tant que neuroscientifique, vous avez pu mener des expériences sur le cerveau du moine bouddhiste Mathieu Ricard pour étudier l'altruisme. Comment vous procédez exactement pour voir l'altruisme dans le cerveau d'un moine ? C'est une étude qu'on avait faite par imagerie cérébrale à l'université de Madison aux États-Unis, en collaboration avec Richard Davidson, et on avait eu la chance de faire venir une quinzaine de pratiquants experts dans la tradition du bouddhisme tibétain, notamment Mathieu Ricard. Ce sont des pratiquants qui ont pendant au moins 10 000 heures dans leur vie, ont cultivé sont entraînés à développer cette capacité naturelle qu'on a tous d'être compassionné. Comme ça vient d'être dit, c'est chez les enfants, ça se trouve déjà. Mais ce que l'on n'a pas forcément, c'est cette capacité à élargir, ou étendre cette bienveillance à des gens qui sont pas forcément proches, des gens qui sont même qui sont neutres, ou même des gens qui nous font du mal. Donc ce sont des gens qui s'entraînent pendant des jours, des semaines, voire des années à changer leur habitude et à cultiver cette attitude altruiste envers les autres. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans le cerveau d'un être altruiste, en tout cas qui a cultivé l'altruisme ? Voilà, donc on avait fait, en fait, je peux vous parler de 2 études que je trouve qu'elles sont intéressantes. La première qu'on a fait à Madison, on a pu montrer que ces méditants, lorsqu'ils engendrent un état de compassion, d'amour bienveillant, on voit que des aires cérébrales qui sont impliquées dans la résonance émotionnelle, notamment l'insula médian, ainsi que des aires qui sont liées à la prise de perspective, c'est la capacité que l'on a de se représenter les pensées des autres. Eh bien, ces régions sont plus activées par l'écoute d'enregistrements de voix qui expriment la détresse chez les méditants experts, mais pas chez les novices. Et donc, ces premières observations nous ont suggéré que un des aspects en fait de cet état de compassion, c'est d'être en fait plus sensible et plus concerné par la souffrance d'autrui. Mais néanmoins, cette première étude ne nous permettait pas de distinguer finalement dans ce profil neuronal ce qui reflétait simplement une plus grande réponse empathique à la détresse d'autrui, de ce qui vraiment caractérise cette bienveillance, ce désir d'aider, qui typiquement accompagne ce ressenti empathique dans la compassion. Et cette question a été posée avec des experts ou de militants, comme notamment Mathieu, dans une étude en Allemagne, conduite par Olga Klemitsky et Tania Singer, et à Leipzig, et qui ont pu montrer que les réseaux en fait cérébraux stimulés par la méditation lors de la compassion sont en fait différents de ceux simplement liés à l'empathie. Donc il y a une vraie différence entre l'empathie et la compassion. Exactement. C'est-à-dire que l'empathie, la résonance empathique est nécessaire à l'état de compassion, c'est ce qui vous permet en fait de vous connecter à l'autre, mais à la différence de l'empathie qui peut dégénérer dans le comme on disait avant, dans la culpabilité. Ici, il y a la compassion va en plus rajouter ou activer un réseau qui est impliqué notamment dans la récompense ou dans l'affiliation, la gratification. C'est-à-dire qu'il y a un réseau qui est impliqué dans la motivation qui s'active en plus de la réponse empathique. Et ce sont un réseau notamment qui implique le cortex orbitofrontal médian, le striatum ventral, le putamen, qui sont toutes des aires qu'on connaît, qui sont impliquées dans l'amour maternel, le sentiment d'affiliation, la gratification.
Et donc c'est comme si on peut simultanément s'ouvrir à la souffrance de l'autre et en même temps activer ce réseau qui va nous lier, ce réseau plus maternel qui va nous engager vers un acte altruiste, un acte de soutien de l'autre. Et Antoine Lutz, donc on peut dire que l'altruisme modifie le cerveau biologiquement alors ? Alors il y a d'autres études qui ne sont pas portées que sur les experts, mais aussi sur la neuroplasticité, c'est-à-dire les changements qui sont induits par un entraînement mental. Alors on sait que le cerveau change lorsque vous apprenez par exemple à jongler ou à jouer du piano. Maintenant on se rend compte qu'un entraînement mental, comme la compassion ou l'altruisme, peut aussi changer et remodifier l'activité fonctionnelle et structurelle du cerveau. Et donc ça, il y a deux études qui sont allées dans ce sens-là et qui ont montré notamment qu'après 8 semaines d'entraînement à un programme laïque de la compassion, il y avait un changement dans la réponse cérébrale du cerveau, notamment dans l'amygdale, lors de la présentation de stimuli affectifs, et il y avait une réponse diminuée de l'amygdale. Une autre étude qui s'est intéressée à cette même question, mais sous l'angle de l'immunologie et du stress, ont pu montrer qu'un entraînement de 8 semaines avec un programme d'entraînement de la compassion a permis une plus grande capacité à réguler le stress social et donc à diminuer l'inflammation et la réponse hormonale au stress social qu'on voit à ce moment-là seulement chez les gens qui ont eu ce programme de compassion et pas chez les contrôles. Merci beaucoup Antoine Lutz pour ces explications sur ces recherches que vous avez pu mener directement sur le cerveau des êtres altruistes. Pour terminer, parce qu'il nous reste très peu de temps malheureusement, Laurent Bègue, qu'est-ce qui permet de développer l'altruisme justement ? Est-ce qu'il y a des clés pour parvenir en tout cas et dépasser notre sentiment d'impuissance qu'on décrivait depuis le début de l'émission dans certains cas ? Simplement, on évoquait à l'instant la modification physiologique ou cérébrale. On a des travaux qui ont été réalisés sur l'exposition à des modèles altruistes. Par exemple, on présentait à des femmes des vidéos qui suscitaient un sentiment d'élévation suite au fait de voir effectivement des personnes altruistes. Et ça avait un effet sur leur propre comportement avec leurs enfants en bas âge. Donc, elles avaient des comportements plus affectueux avec eux. Il y avait même une stimulation de l'ocytocine, donc les allaitaient plus ensuite. Donc, je dirais au niveau de la quantité de lait qui était produite, c'est une recherche un petit peu amusante, mais qui montre bien que finalement l'exposition à des modèles a des effets sur la reproduction de ces comportements, et beaucoup de recherches montrent qu'il y a une corrélation entre le comportement d'activisme par exemple, le don de sang et beaucoup d'autres choses qui vont dans le sens de l'altruisme chez des parents et des enfants. Donc je dirais la réponse à votre question, c'est bien donner un exemple d'altruisme, c'est la meilleure solution pour développer l'altruisme autour de soi. Et puis ces modifications sont à la fois donc situationnelles mais également chroniques par effectivement la répétition. On va acquérir des schèmes de conduite et une sensibilité finalement à autrui qui s'élargit. Cécile Guéret. Oui, une chose aussi que je trouvais importante, c'était d'arrêter d'être soit dans l'idéalisation, soit dans la haine de l'autre. Il n'y a pas d'un côté ceux qui aident, par exemple, en accueillant les réfugiés, bien que ce soit tout à fait honorable et héroïque de le faire, et ceux qui ne le font pas, qui seraient des fachos, parce que ça, c'est aussi de la violence, et ça fait pas avancer le schmilblick, si je peux dire ça ainsi. D'autant plus que c'est pas vrai, parce qu'il y a une étude de France Bénévolat très récente qui dit qu'il y a 12,5 millions de bénévoles aujourd'hui en France. Et il y en a de plus en plus apparemment. Et c'est 1 million de plus qu'il y a 4 ans. Donc les gens s'engagent vraiment. Le problème, c'est que souvent les gens ne savent pas comment faire. Et donc pour ça, sur le site internet de psychologie.com, vendredi, on va faire un guide pratique. Si vous voulez vous engager près de chez vous, il y aura plein de pistes. Carole Gaillevio, le mot de la conclusion, très rapidement. Ouais, moi je suis ravie de voir qu'il y a une attention qui est portée à l'importance de faire des expériences, de développer des habitudes pour prendre confiance dans sa propre capacité à agir et à s'engager, et du coup pas seulement en termes de morale mais aussi en termes de citoyenneté. Cette question d'éduquer par la pratique, c'est quelque chose qui mériterait d'être réfléchi et développé. Merci beaucoup, et des pistes justement dans ce numéro de Psychologie Magazine en partenariat avec La Tête au Carré, et puis ce sondage donc qui sera livré vendredi sur les Français et l'entraide à l'occasion de la journée de